C'était extrêmement précieux d'avoir votre intervention. Finalement, il y a un point d'accord entre la table ronde de ce matin et celle-ci, c'est la nécessité en fait de croiser les différents niveaux en fait d'analyse. Là, on voit effectivement le besoin qu'il y a à éclairer lorsque les décisions sont prises, par exemple sur l'Ondam, comme l'évoquait Brigitte, ou au moment où on évalue un investissement social. Je pense que il y a des croisements à faire. Luc le dira peut-être avec le travail, par exemple, d'un évaluateur qui envisage eh bien, une modification du système de soins urgents au sujet je crois que c'était des pompiers, Luc, tu me corrigeras, et de le croiser avec l'observation de terrain pour voir en fait du coup quelles sont les conséquences au niveau des pratiques et des inégalités que ça génère. Je vais tout de suite peut-être ouvrir la discussion. D'abord, est-ce que les uns et les autres, vous avez des questions, des remarques à vous poser? Je vais vous laisser prendre la parole et puis après, Paul Lou fera l'effort difficile de synthétiser les échanges du chat, en tout cas de faire remonter les questions. Voilà. Luc ou Brigitte ou Sylvie, est-ce que vous avez déjà des éléments que vous souhaitez peut-être débattre? Alors, moi, j'avais une question pour Brigitte, parce que j'ai entendu que le taux de couverture était constant. Et alors que, et là, il m'est apparu un paradoxe parce que dans le vécu, hein, concrètement, toujours dans le domaine micro, il me semble que ce qu'on vit est l'inverse, enfin, n'est pas l'inverse du tout, non. Ce qu'on vit, c'est qu'il est sans cesse en train de diminuer ce taux de couverture finalement, alors qu'on entend là que le taux de couverture est constant. Et il y a un décalage entre ce qu'on vit, l'impression en tout cas qu'on a, qu'il y a des déremboursements en permanence et que finalement notre taux de couverture est sans arrêt en train de baisser. Et là, ce qu'on peut voir, que les taux de couverture étaient plutôt constants. Alors j'aimerais comprendre comment on en arrive à avoir ce décalage dans notre esprit. Merci beaucoup de poser la question. Donc ça, c'est juste parce que j'ai brossé à grands traits. J'ai juste brossé à grands traits ce qui se passe. Et donc, c'est les chiffres globaux. Excusez-moi, je suis un peu harcelée par le truc. Voilà. Les chiffres globaux sont exacts, c'est-à-dire que le taux de couverture par la sécurité sociale et par l'impôt augmente continuellement, et le reste à charge qui est produit par les comptes de la santé, c'est ce qui est à la charge du citoyen ou du patient en moyenne sur l'année après que la sécurité sociale et que les complémentaires sont intervenus. Et là, tous les ans, à la commission des comptes de la santé, le ministre dit taratata, la France est le pays où le reste à charge est le plus bas. Alors, sous ces chiffres apparemment généreux, donc il faut déjà savoir qu'au niveau du taux de couverture uniquement par la sécurité sociale et l'impôt, la France n'est pas plus généreuse que les autres pays. Hein, si on regarde des grands pays comme Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, alors j'ai plus mes chiffres en tête, mais on est à peu près tous à 80%. Donc déjà, il n'y a pas de taux de couverture beaucoup plus généreux qu'en France. Ça, il faut faire très attention à ça, parce que derrière les cris de victoire sur le reste à charge qui est très bas, moi je sens poindre le truc qui est on couvre tellement bien qu'on pourrait baisser encore un peu la couverture. Ce qui est complètement faux. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites du vécu, et ça regroupe une réalité statistique, mais qui disparaît quand on met les chiffres globaux. Ce qui se passe en France, c'est qu'il y a en fait une couverture à deux vitesses, et là je ne parle même que de la sécurité sociale. Hein, il y a une couverture à deux vitesses, et par derrière il y a les complémentaires qui sont très inégales. Donc la couverture à deux vitesses, c'est des gens qui sont en affection de longue durée, donc qui ont une maladie chronique. Ces gens-là sont couverts à 100% pour leur maladie chronique. Et en revanche, les autres personnes qui ne sont pas en affection de longue durée ont les tickets modérateurs pour tous leurs soins. Et donc, il a été calculé que pour tous les soins, les gens qui n'étaient pas en affection de longue durée avaient un taux de couverture, il a été dit de 50%, mais c'est plutôt 60%. Hein, donc, il y a un taux de couverture réel par la sécurité sociale pour les gens qui n'ont pas de maladie chronique qui est assez bas, hein, qui est autour de 60%. Donc ça, je pense que vous avez l'air jeune, en bonne santé, donc je pense que vous êtes dans ce cas-là, et vous avez un taux de couverture qui est d'environ 50% pour vos dépenses de ville.
et de 60% pour les dépenses tout entières, prises tout entières. Et donc, c'est effectivement un ressenti qui est que la couverture n'est pas très bonne. Après, il y a un autre élément qui est très important, qui fait partie de la couverture. En fait, l'assiette de la couverture par la sécurité sociale, c'est le panier de soins remboursé. Et le panier de soins remboursé, c'est une liste de soins, mais c'est aussi le prix des soins. Et notamment, les dépassements d'honoraires par les médecins ne font pas partie du panier de soins remboursé. Et donc, le fait que assurer une bonne couverture, c'est aussi maîtriser les prix des soins qui sont couverts par la sécurité sociale. Et donc, on peut avoir dans la région parisienne un ressenti d'être très mal couvert parce qu'effectivement, les tarifs des médecins ne sont pas les tarifs conventionnels. Il y a des dépassements d'honoraires qui peuvent être très importants et qui menacent aussi la couverture des soins. Donc, voilà pour le ressenti. Enfin, votre ressenti rejoint quelque chose, mais le gros, c'est que quand même, on peut avoir accès aux soins en étant assez bien couvert si on est très malade et si on va à l'hôpital. Donc, voilà, moi j'en suis restée au niveau global parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Si il y a une réforme, comme je viens de le dire, avec panier remboursé couvert à 100%, à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus en adéquation entre la réalité statistique et le ressenti, puisqu'il y aura moins d'hétérogénéité associée à différents biens. D'accord. Et juste une petite chose aussi, alors j'ai pu lire notamment dans l'ouvrage la case du siècle sur les réformes de l'hôpital public que, contrairement à ce qu'on nous disait, le coût de l'hôpital public français est finalement de 0,5 points de PIB inférieur à la moyenne des pays européens. Et ça va un peu à contre-courant de ce qu'on nous dit sur l'hôpital qui est budgétivore et que voilà, et donc il faut effectivement réduire les coûts de l'hôpital et il faut faire des économies. Ou ça à l'hôpital, ça me semble, voilà, donc c'est vrai que ça m'étonne et j'aurais aimé savoir, vous qui êtes économiste, alors moi j'ai beaucoup, il en est. Bon, enfin c'est un peu hors sujet, mais j'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai fait une conférence à l'AFSE là-dessus en décembre et j'ai un article à paraître dans un bouquin qui ne paraît pas. Donc, ce qu'ils disent, donc c'est des choses que je pense que j'aurais discuté. C'est dans l'article de France Stratégie. Donc, l'article de France Stratégie veut maîtriser la dépense, mais ils sortent un chiffre qui est formidable, qui est justement de comparer la dépense publique. Alors, c'est pas exactement les mêmes agrégats, c'est en pourcentage de PIB potentiel. On peut y lire que la France dépense plus pour la santé que les autres pays, mais qu'elle dépense beaucoup moins pour l'hôpital public. Et donc, l'explication de ça, c'est qu'en fait, pour le dire très rapidement, c'est juste que la façon dont la tarification à l'activité est mise en œuvre en France est totalement en dépit du bon sens et elle permet de mettre un point flottant qui permet de serrer très facilement les budgets hospitaliers. Et donc, c'est juste, à mon avis, une facilité de régulation qui est qu'on maîtrise bien les budgets et la dépense de l'hôpital, alors qu'on a beaucoup de problèmes de contrôle sur la médecine de ville. Donc, les discours sur on dépense trop pour l'hôpital, alors ça, je ne sais pas sur l'analyse de discours, mais sinon, la réalité, c'est effectivement, c'est juste, c'est qu'on dépense assez peu pour l'hôpital en France. Parce que finalement, la pandémie révèle que cette régulation des coûts, régulation au niveau de l'hôpital, c'est une régulation des vies. En fait, c'est un gouvernement des vies qui pose question, puisque on nous a parlé de pénurie de masques, de respirateurs, de manque de soignants, etc. Qui ont fait qu'il a fallu adopter aussi cette stratégie du confinement, qui ont fait aussi qu'on a dû alors, stratégie du confinement, donc on fait le choix aussi, puisque de certaines vies qui ont été mises à mal du fait du confinement, et on fait ces choix économiques qui sont des choix de vie et de mort finalement, puisqu'on le voit bien pendant la pandémie, ça a été des choix de qui on fait vivre et qui on laisse mourir finalement. Ouais. Alors là, enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut penser à tout le système de santé dans son ensemble, y compris pour sauver des vies dans le cadre de la pandémie. Donc, mais bon, je laisse peut-être Clémence. J'ai peur qu'on prenne toute la place. Donc, non, mais je me demandais, Luc, est-ce que tu as des questions, toi, ou des points que tu souhaites
aborder en réaction à ces différents échanges? Oui, j'aurais plein de questions. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la question de comment on peut réfléchir ou en tout cas analyser les mécanismes qui conduisent à faire du tri, pour reprendre l'expression. Ce que je voulais juste dire, c'est que, vous voyez, dans la pratique qui est la mienne, on raisonne sous le voile de l'ignorance, c'est-à-dire que la valeur tutélaire que j'évoquais tout à l'heure, elle n'a pas de sens pour traiter tout ce qui vient d'être dit à l'instant sur la manière dont concrètement ça peut se passer dans une clinique avec des gens précis. On a parlé de SDF, on a parlé d'architectes. Donc très clairement, nous on raisonne sur le voile de l'ignorance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de valeurs statistiques, c'est-à-dire, c'est ce que disait Brigitte à l'instant, l'ambition, c'est, en tout cas, cette valeur peut être utile, à mon avis, pour un certain nombre de sujets, pour introduire de la cohérence sur des enjeux de régulation où on ne sait pas qui est concerné. Donc, c'est une manière de traiter, avec des instruments qui permettent de donner des chiffres, en tout cas, sur le poids relatif d'un certain nombre d'enjeux. Et donc, voilà, je voulais préciser ça. C'est un peu mon malaise, si vous voulez, c'est que je voudrais, comme on était associés dans cette table ronde, c'est clair que ce que j'ai exposé est intéressant dans une problématique d'analyse d'un investissement ou d'une règle qu'on voudrait établir au niveau national. Par contre, elle l'est beaucoup moins quand il s'agit sur le terrain de gérer les situations. Par contre, en amont, sur des règles, sur une réglementation, alors c'était une question que j'avais posée à Brigitte, c'est pour moi, on peut effectivement raisonner de manière globale, mais il me semble qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à un niveau beaucoup plus précis. Alors j'évoquais la question de l'efficience allocative. Je veux dire, on ne peut pas faire l'impasse sur les interrogations qu'on peut avoir sur la bonne rationalité de l'allocation des ressources. Sachant qu'une fois qu'on a accordé un remboursement, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, je trouve que pour aborder les questions qu'on a évoquées à l'instant, il serait quand même utile aussi de pouvoir descendre d'un cran et s'interroger sur l'efficience des moyens qui sont donnés, les questionnements qu'on peut avoir sur le poids relatif des choix d'allocation des moyens. Et moi, je peux simplement vous livrer une expérience. Dans le cadre du SGPI, donc, on est amené à faire des contre-expertises sur les grands projets hospitaliers. Donc, c'est des projets qui sont au-delà de 100 millions d'euros et pour certains approchent le milliard. Et en fait, les contre-experts, très souvent, questionnent de manière un peu dure sur les choix qui sont faits. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'argent et parfois avec le sentiment que des éléments ont été mal appréhendés. Voilà, donc je vous donne cet exemple puisque c'est le seul que j'ai à ma disposition. Ces rapports d'ailleurs sont publics, vous pouvez aller les regarder. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas de dire on dépense beaucoup à l'hôpital. La question, c'est de dire est-ce qu'on dépense correctement et utilement. Et sur les dossiers, en tout cas, que nous on a eu parfois, les collègues qui sont des médecins, pour la plupart des directeurs d'hôpitaux, se sont quand même interrogés avec des critiques assez acerbes sur des choix qui avaient été faits sur certains projets d'investissement. Et juste pour conclure, pour dire que très souvent dans nos conclusions au SGPI, on n'est pas là pour dire qu'il faut dépenser moins. Très souvent, d'ailleurs, le message qu'on renvoie au Premier ministre et à la DGOS, c'est que peut-être que dans certains cas, il faudrait dépenser plus. Mais en tout cas, il faut dépenser mieux. Et je pense que ça, c'est pour moi, on évoquait sur la thématique de l'éthique, je pense qu'il est très éthique de descendre d'un cran et d'oser aussi aborder la manière dont les moyens qui sont limités sont utilisés. Merci beaucoup, Luc. Et à moins que vous ayez d'autres points que vous souhaitiez relever les uns les autres, je propose de passer la parole à Paul Loup, qui va bien essayer de faire remonter un certain nombre de questions, de remarques qui ont été soulevées dans le cadre de ce chat, qui est très très riche. C'est vraiment une expérience particulière, une conférence avec un chat à côté. J'avoue qu'on enregistre précieusement tous ces éléments. Merci Clémence, merci aux trois intervenants.
Je vous invite à lire le chat parce que je ne vais pas être exhaustif évidemment dans ma synthèse et je ne sais pas d'ailleurs si ce sera vraiment une synthèse. Il y a beaucoup de remarques qui ont été faites, beaucoup d'échanges qui éclairent certains aspects mais qui posent aussi de nouvelles questions. Je vais simplement poser des questions très précises qui ont été posées à notamment Sylvie Morel. On vous a demandé si votre enquête qui portait sur une zone géographique particulière pouvait être transposée de façon plus large. Sylvie Morel, vous êtes là? Très bien. Alors, il y avait une autre question, cette fois à Brigitte Dormont, qui demandait ce que devenait, avec le panier solidaire que vous proposez, les assurances complémentaires. Elles deviennent alors des assurances supplémentaires et qu'en est-il? Il y avait cette question. Oui, tout à fait. Hein, donc, si je reprends mon graphique, en fait, il n'y aurait plus que du rouge et du vert. De toute façon, clairement, on ne peut jamais faire une assurance publique qui couvre tout. Hein, c'est évident, puisqu'il y a des soins. Voilà, si on regarde celui-là, donc l'idée, ça serait de tout rendre bleu, mais le vert existe encore. Hein, c'est-à-dire que il y a toujours un en dehors du système de soins. Il y a toujours des soins qui vont émerger ou des besoins qui sont spécifiques à certaines parties de la population. Mais l'idée essentielle, c'est de séparer l'assurance complémentaire et l'assurance supplémentaire, de faire disparaître la partie complémentaire de l'assurance. Alors il y a des enjeux d'équité, comme j'en ai parlé ici, hein, de solidarité dans l'accès aux soins, mais il y a de très grands enjeux d'efficience que j'ai beaucoup développés dans d'autres travaux. Associés à ça, le fait qu'on ait des assurances complémentaires pose d'énormes problèmes pour revenir à ce que les préoccupations de Luc, pour qu'il y ait une dépense efficiente, c'est-à-dire dirigée aux bons endroits qui permettent d'obtenir le meilleur résultat en santé pour une dépense donnée. Hein, les assurances complémentaires parasitent beaucoup de choses sur le prix des soins. Ça, c'est très clair pour l'optique, par exemple, mais aussi pour les dépassements d'honoraires. Elles sont dans une concurrence opaque avec des contrats très difficilement lisibles qui font qu'en fait, il y a beaucoup de sélection des risques, contrairement à ce qui est toujours clamé. Il y a beaucoup de sélection de risques dans les assurances complémentaires et presque en poussant un peu le bouchon loin, on pourrait dire la partie complémentaire défait la solidarité qu'il y a dans l'assurance maladie. Dans l'assurance maladie, par exemple, il y a une solidarité entre les personnes plus âgées et les plus jeunes, parce que les personnes plus âgées ont plus tendance à avoir des affections de longue durée et la couverture des gens qui ont une affection de longue durée est supérieure aux autres. Mais dans la partie complémentaire, ces personnes âgées payent beaucoup plus cher pour avoir une bien plus mauvaise couverture. Donc, il y a une sorte de défaisance de la solidarité qui existe à l'étage de la sécurité sociale par l'étage complémentaire. Donc, enfin, on pourrait développer beaucoup de choses, mais ça crée beaucoup de désordre. Et encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un système qui est très peu répandu dans le monde, très très peu. Hein, les systèmes comme l'Allemagne ou enfin comme la Suisse, enfin il y a beaucoup de systèmes où effectivement il y a des assurances privées, mais elles sont complètement séparées de l'assurance publique. Très bien. Je vois que merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vois que Sylvie Morel est revenue après être partie. Excusez-moi, mais je dois partir parce que j'ai un cours tout juste après. Oui, bien sûr. De toute façon, on va bientôt s'arrêter. Voilà. Et du coup, Paul, c'est formidablement intéressant. Moi, je serais très heureuse qu'on ait le chat qui nous soit restitué en affiché. Okay. On va essayer. Du coup, peut-être, Paulo, tu peux reformuler la question qui est adressée à Sylvie parce que je ne sais pas à quel moment sa connexion a coupé. Oui, la question c'était de savoir si votre étude qui concernait une zone géographique particulière était extensible ailleurs, pouvait être étendue, transposable. Vous m'entendez? J'ai eu un problème de micro tout à l'heure. Oui, donc... très bien. Oui, très bien.
Donc, est-ce que c'est extensible? En tout cas, moi, j'invite à faire ce type d'enquête, à reproduire ce type d'enquête. Mais oui, il y a une enquête qui a été faite sur une clinique privée dans le sud de la France dont les conclusions rejoignent les miennes. Les enquêtes qui ont pu être faites sur les services d'urgence, par ailleurs, dans les années qui ont commencé, hein, dans les années 90 et début des années 2000, aussi rejoignent ce que je dis. Donc, en fait, oui, ce que je dis, et je pense avec précaution, hein, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui est valable pour le reste. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, mais c'est plutôt une anecdote off, donc je ne peux pas en parler, mais d'une personne qui a des responsabilités, hein, au niveau de gestion de clinique, qui dit qu'il ne peut pas dire ça publiquement, mais qu'effectivement, oui, c'est vrai, les cliniques trient et sélectionnent les patients à l'entrée de leur service d'urgence. Voilà. Donc, tout un tas de retours que j'ai eu sur cette enquête me conforte dans l'idée que oui, c'est valable un peu partout. Hmm. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a une question qui était vraiment en filigrane de vos interventions et du chat, mais qui anticipe un peu sur la table ronde du début d'après-midi. C'est au fond celle de savoir si on a des critères explicites. C'est la question de l'explicitation qui était vraiment l'objet de cette journée. Luc Baumstark parlait du voile d'ignorance. Donc, dans quelle mesure cette logique du voile d'ignorance, pour revenir sur l'intervention de Sylvie Morel, pourrait valoir à un niveau très local? On pourrait se poser la question, c'est-à-dire est-ce que on doit tolérer qu'il existe des critères informels, implicites, etc., ou est-ce qu'on doit étendre cette logique de l'explicitation à des niveaux très locaux, par exemple dans des services d'urgence, dans des services de réanimation, etc. Est-ce qu'il doit y avoir des critères vraiment? Et alors, comment on débat de ces critères démocratiquement? Ce sera l'objet de la troisième table ronde. Et pour revenir sur ce que disait Marie Gaille dans la première table ronde, est-ce qu'on ne perd pas en granularité? Est-ce qu'on ne perd pas en capacité à faire remonter des expériences, des vécus singuliers à partir du moment où on explicite les mêmes critères pour tous? Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la question, je pense, qui ressort de cette table ronde à laquelle on n'a pas du tout répondu, à mon avis. Mais c'est déjà bien d'identifier une question. Voilà. Je vous remercie. On se retrouve à 14 heures. Merci à tous les intervenants. Merci aussi à Clémence. Et à tout à l'heure pour la suite de cette journée.